stratégie. D'accord. Tout d'abord, pour notre exemple, on va juste installer Bootstrap. Ok. Donc, vraiment, avant d'entamer ce sujet, j'aimerais qu'on parle tout d'abord de ce que j'appelle le passage par référence et le passage par valeur. Parce que si on parvient à comprendre ce que c'est et la différence entre ces deux passages, je pense qu'on va au moins pouvoir comprendre 4 ou 5 concepts d'Angular dans le on-push stratégie. D'accord. Donc, on va juste lancer notre application. Il s'agit juste d'un projet que je viens de créer. C'est un projet vierge. On va commencer à partir de zéro. Donc, on va bootstrap card. Parfait. Et puis, on va juste créer un G component card, puis skip tests. Parfait. On va juste prendre un exemple ici. Et donc, on va virer le SCSS, on n'en aura pas besoin. Puis, on va juste virer ça ici. Donc, ce composant aura un input. Ok. On va l'appeler user. Donc, qui est de type user. On va aller créer notre modèle. Modèle.ts. Et finalement, c'est juste une interface qui a, on va dire, un name et puis description. Parfait. Donc maintenant, j'aimerais quand même qu'on regarde, comme je vous ai dit, la différence entre le passage par référence et le passage par valeur. Donc, passage par valeur, c'est vraiment les types primitifs, à savoir le string, le number, booléen, etc. Par contre, le passage par référence, c'est vraiment les objets. Donc, les objets, c'est aussi les tableaux, c'est aussi les classes, etc., les fonctions, etc. Bref, donc, dans le constructeur, on va juste créer un user 1 qui a un ID 1 et puis un name, on va dire John. Ok. Puis, imaginez, on crée un user 2 et on lui assigne. Donc, si jamais demain ou après-demain, on change le nom du user 2 vers Tom, si on fait un petit console.log du user 1, donc qui contient normalement John, regardez ce qui va se passer. Donc vous voyez que le user 1 n'a plus la valeur John, mais la valeur Tom, alors que normalement on a fait le changement sur le user 2. Pourquoi? Tout simplement parce que en fin de compte on a user 1 et user 2 pointent vers la même case mémoire, d'accord? Puisque ils pointent sur la même case mémoire, lorsqu'on fait un changement sur l'un des deux, donc le changement est fait sur une case mémoire, donc il est fait sur les deux. C'est pourquoi on l'appelle passage par référence, d'accord? Donc j'espère que ça a été clair. Puis donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va faire un container, puis un row, puis ici on va juste appeler appcart normalement. Donc un ng if let card of card, ou plutôt user of users. D'accord?
On va aller créer nos users ici. Parfait. Et puis, juste, on va juste donner des valeurs tout bidon. Donc, name, puis ici, John, description. Un ups ou un truc comme ça. Parfait. Donc, maintenant, let user of users. Ici, c'est un gFor et non pas un gif. Parfait. Donc, ici, on va justement récupérer le user. On vire ce 1G en init. Et puis, on va juste aller on va ajouter un margin bottom et top. Donc, c'est le Y. Ok, parfait. Ici, pas besoin d'une image. Ici, on va juste aller afficher le user name. Ici, le user. On peut garder le bouton, on en aura besoin, mais bon. Parfait. Donc, faut qu'on rajoute Bootstrap normalement. On va juste faire import, puis ici Bootstrap dist CSS et puis Bootstrap min. Parfait. Ici, donc ici on a les users. Donc on va juste passer ce user. On va lui donner call cat. Et puis ici, call. On va enlever ça, on n'aura pas besoin, puis même ça. Juste pour voir pourquoi ça s'affiche pas. On va juste relancer pour voir. Parce que des fois, il y a le CLI qui pose problème. Ouais, voilà, justement, c'était ça. Donc des fois, il faut vraiment relancer le 1GServe, lancer un coup de 1GServe ou 1GS pour que ça fonctionne. Mais bon. Donc là, vous voyez quand on voit nos cartes et tout, je vais juste rajouter un petit bouton tout simple que je vais appeler Add User. Et donc le principe est simple, on va juste rajouter un bouton comme ça. Donc avec un name, on va l'appeler Alice. Description. Voilà.
Puis cette méthode ne renvoie rien. On va juste rajouter un bouton. Non, plutôt bouton.btn.btn primary. Ok, donc add user. Et bien sûr, lorsqu'on va cliquer, on va juste appeler la méthode add user. Parfait. On va ajouter un petit M. Ouais, parfait. Donc vous voyez que ça fonctionne. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, donc là vous voyez c'est juste une simple application donc qui contient deux composants, mais dans la vraie vie vous avez certainement une centaine voire des milliers de composants, et donc là il se peut que ça pose problème. Donc le problème, je vais vous le montrer. Donc on va juste rajouter un petit hack. Donc on va appeler ici blink. Je vais créer cette méthode blink, et donc qu'est-ce qu'elle va faire? On va juste changer la couleur de l'élément courant de la carte, du carte en fait. Donc private element, on va appeler aussi le zone, ng zone. Parfait. Donc on va juste faire first child style. Ne tenez pas trop compte de ça, mais c'est juste un petit hack pour vraiment voir la différence, mais de façon visuelle. Donc on va juste mettre ça yellow. Ok. Bref. Puis ici, ngZone.runout. Donc avec un set timeout, un callback, et puis après une seconde, donc on va justement white. Parfait. Et donc, on va appeler la méthode blink ici. Désolé, ici, c'est normalement elementref. Je me disais pourquoi on avait cette erreur. Parfait. Vous voyez? Okay. Donc, regardez ce qui va se passer lorsque on va cliquer sur le Add User. Donc, normalement, lorsqu'on va rajouter un utilisateur, on s'en fiche un peu des autres utilisateurs, à savoir John et Tom. Et pourtant, vous voyez que en fait, pourquoi on a la couleur jaune sur les trois, c'est parce que la change detection est lancée sur les autres composants. Et donc là, on a trois instances. Et donc, lorsqu'on va créer un quatrième composant, le change detection est lancé sur tous ces instances du carte. Ce qui est un peu problématique parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'ajout d'un utilisateur et on s'en fiche un peu du reste. Ok? Donc l'idée est simple. Okay? L'idée est vraiment simple. C'est de rajouter la change detection stratégie en push. Okay?
Donc maintenant, la change detection ne sera lancée que si l'un des inputs, donc à savoir les inputs d'un composant, ont changé. Mais c'est un changement qui doit être pur, à savoir, donc vous avez vu, on a parlé de passage par référence et passage par valeur. Donc si vous avez un passage par référence, donc la change detection ne sera pas lancée. On va voir ça via un exemple, mais la change detection ne sera pas lancée. Par contre, si vous avez un passage par valeur, la change detection sera lancée. On va voir ça. Mais regardez déjà ce qui va se passer après avoir ajouté seulement cette ligne. Donc maintenant, vous voyez, il n'y a que la carte, l'utilisateur concerné qui a la couleur jaune en fait. Donc voilà, vous voyez. Par contre, imaginez, on va juste faire un edit first user, ou plutôt edit John ou un truc comme ça, c'est plus simple. Donc imaginez on fait comme ça. Et puis on récupère le premier élément. Donc le premier élément avec name et on met Angular. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en commentaire. Okay. Donc maintenant, edit John, vous voyez, ça change. Donc John est modifié en Angular, c'est très normal. Donc c'est le comportement auquel on s'attendait. Par contre, lorsqu'on va rajouter le change detection en push, lorsqu'on va modifier John, edit John, rien ne se passe. Donc je peux cliquer une centaine de fois, rien ne sera modifié. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on avait dit, il faut que les inputs aient un changement, ou en fait que ce soit un changement pur, que ce soit un passage par valeur et non pas un passage par référence. Donc là, on a un passage par référence, vous avez compris. Donc l'objet, le premier objet, donc un objet, c'est un passage par référence. Donc lorsque vous modifiez Angular, c'est la même case mémoire derrière. Ok, donc pour ce composant, c'est pas un changement. Donc vous avez changé dans un objet, dans un objet, pardon. Ça veut dire que pour ce composant, le carte, il ne s'agit pas d'un changement pur. Ce qui veut dire la change detection ne sera pas déclenchée. Donc pour que ça fonctionne, afin d'avoir le résultat attendu, vous pouvez faire tout simplement comme ça. Pardon, il faut que je garde le premier élément. Donc on va utiliser le spread opérateur. Le spread opérateur, il va nous permettre de créer un nouveau objet en fait. Donc maintenant c'est plus un passage par référence parce qu'on va complètement créer un objet différent. Ok, donc ici name. On a toujours ici la change detection et pourtant maintenant ça va fonctionner. Donc edit John, vous voyez, ça fonctionne. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant on crée un nouveau objet et on l'assigne premier élément du tableau. Donc vous vous rappelez l'exemple qu'on avait vu en premier, donc const user, plutôt const John, donc avec name John, puis Tom, on lui assigne John, puis si on modifie le nom de Tom vers Angular et quand vous voyez que le name est Angular. Okay. Par contre, si on avait fait comme ça, vous voyez, on aurait pu garder le nom de John parce que
comme vous avez vu, on a maintenant créé un objet différent. C'est le spread operator nous permet en fait de faire comme une sorte de shallow copy. Donc c'est une copie mais de premier degré. Bon, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais vous avez compris, ici on a juste fait une sorte de clone, une sorte de copie de Tom, mais c'est vraiment pas la même case mémoire, mais une case différente, d'accord? On va juste enlever ça, mais vous aurez compris maintenant. Donc, franchement, le on-push stratégie est une super bonne approche à utiliser afin vraiment d'améliorer les performances. Et il faut, enfin, Angular est vraiment très très performant, mais c'est toujours intéressant de pouvoir utiliser les fonctions qui nous fournit et qui permettent aussi d'améliorer un peu les performances. Donc c'est vrai que dans un petit projet, on va pas trop sentir la différence, mais dans un gros projet, je pense que le on-push stratégie sera très très bénéfique. Donc bref, là on a vu justement un exemple, la première partie du on-push on va dire. Maintenant on va voir une deuxième partie. Donc maintenant, imaginez, on a un count ici. Donc un count number et je vais lui donner la valeur de 0. Ok. Et puis je vais juste add. Donc je vais juste faire un add. Et puis voilà. Void. On va juste afficher ça à côté du nom. Parfait. Donc ce bouton, donc ça on va juste l'enlever. Ça on va aussi l'enlever. Ok, donc parfait. Donc maintenant on va juste add. Donc, je vais l'appeler add sync, ok. Et puis ici on va l'appeler add sync. Donc maintenant, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, vous allez voir que la valeur est immédiatement changée ici. Ok, parfait. Donc maintenant, imaginez si on avait fait comme ça, donc de façon async. Ok, set timeout. Donc, imaginez si on avait fait un truc comme ça. Maintenant, bon, on va un peu changer les couleurs, info, et puis ici, danger ou un truc comme ça. Ouais. Parfait. Donc maintenant, lorsqu'on va cliquer ici, vous voyez, ça fonctionne. Par contre, si on clique sur le Add Async, ben, ça fonctionne pas. Par contre, si on clique une deuxième fois, ça fonctionne. Pourtant, on avait cliqué 2 fois. Donc normalement, le résultat, ça doit être 8. Regardez ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur le Add Sync. 9. Vous voyez, il y a un problème en fait. Donc lorsqu'on a un changement synchrone, donc ça passe. Par contre, lorsqu'on a un comportement asynchrone, on a un problème, d'accord? Pareil ici en fait. Donc vous voyez, ça passe pas la première fois, puis directement de 2 vers 4. Donc on voit clairement qu'on a un problème. Donc en fait, faites attention. Donc faites attention lorsque vous utilisez la change detection parce que je suis sûr que vous allez avoir un tas de problèmes dans un premier temps, mais dites-vous que si vous utilisez la change detection avec un comportement asynchrone, lorsque je dis un comportement asynchrone, ça peut être
le set timeout, ça peut être l'autre set intervalle, ça peut être des promesses, des observables, un appel HTTP, etc. Donc, avec un comportement asynchrone, on aura un problème. Ok? Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un service. Donc un generate service, on va l'appeler user. Donc skip tests. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va ajouter ici le HTTP client module. Parfait. Et puis ici, on va juste appeler private HTTP client. Et ici, on va juste faire, non pas ici, mais plutôt get all, donc pour récupérer tous les utilisateurs. Donc on va juste faire return. Donc on est sûr que on aura un observable de user. Parfait. Donc 10.http.get, donc user ici si vous voulez faire les choses bien. Puis ici on va juste, donc vous connaissez, je pense que vous connaissez déjà placeholder fake. Donc c'est juste une sorte de fake API pour récupérer des utilisateurs. Donc là maintenant imaginez, ok parfait. Donc ici on va utiliser aussi dans le app component le change detection. Donc maintenant on a deux composants qui ont le onPush. Okay, ici le card et le app. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est injecter private. Donc vu qu'on a le provided in route, c'est déjà donc rajouté au providers du route. Donc le route dans notre cas c'est le app module, en général c'est le app module, vous voyez. Parfait, bref. Donc user service. Donc ce qu'on va faire, c'est appeler le user service.getAll.subscribe.users de type tableau du user. Et puis c'est juste, on va juste assigner parfait. Donc on va virer ça, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin non plus. Donc vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Et justement, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Si vous avez un truc asynchrone dans votre code, dans ce cas, c'est vraiment... Pardon. Ouais. Donc dans ce cas, c'est ce bout de code qui est asynchrone. Donc les observables, c'est aussi asynchrone. Donc dans ce cas, on ne va pas récupérer les utilisateurs comme on l'espérait. On va vérifier ça. Vous voyez, on n'a aucun résultat. Par contre, il y a ce qu'on appelle le pipe async. Et ce que j'aime bien avec le pipe async, mis à part que c'est enfin déjà pour son utilisation, c'est très simple. Et puis, vous voyez, c'est plus le code est plus je trouve que le code est plus simple avec le async, contrairement au fait d'utiliser le subscribe et tout. Donc le async il fait un peu tout behind the scenes donc pour vous. Et puis donc il a deux avantages. Déjà il fait le unsubscribe, donc il se désabonne pour vous. Donc pas besoin d'aller le faire vous-même parce que faites attention. Lorsqu'on parle des observables, on parle aussi du fait de s'abonner et de se désabonner. Et très souvent, les développeurs oublient vraiment de se désabonner. Et puis derrière, il se peut que vous ayez des fuites mémoire. D'accord ?
Donc, vous quittez le composant pour aller vers une autre page et pourtant, votre observable continue à écouter des données alors que ces données ne vous intéressent pas. Derrière, vous avez des fuites mémoire, ok? C'est ce qu'on appelle des fuites mémoire. Donc déjà, ça, c'est l'avantage numéro un du pipe async. L'avantage numéro 2, c'est que, par exemple, dans ce cas, donc déjà que le code va être beaucoup plus élégant, vous allez voir. Donc, comme convention, il faut utiliser le dollar comme ça. Et puis ici, c'est justement un observable. Donc vous voyez, le code est est mieux comme ça. Donc on écrit moins de lignes de code. Et donc il suffit juste d'aller utiliser le async. Et derrière, donc vous gagnez en lisibilité, en un code plus simple. Et en plus, les deux avantages que je viens de mentionner. Donc, automatiquement, votre code va se désabonner plutôt votre observable, le unsubscribe sera fait pour vous via le pipe async parce que justement, lorsque vous allez quitter par exemple le composant, il sera enlevé du DOM. Donc, automatiquement, le unsubscribe sera lancé. Puis, le deuxième avantage, c'est que maintenant, votre code fonctionnera avec le change detection, d'accord? D'ailleurs, pourquoi? Parce que le async, il fait pour vous ce qu'on appelle, donc derrière, qu'est-ce que votre code y fait? Donc, j'ai oublié de vous le montrer, mais donc là où vous avez vu, on a un problème, on l'avait dit. Donc, pour remédier à ce problème, en fait, on peut injecter le private change detector reference. Okay? Change detector reference. Donc, ici, pour que votre code fonctionne, vous pouvez lancer manuellement la change detection. Donc, dans ce cas, on va juste faire detect changes. Et vous allez voir change detection. Ouais, parfait. Vous allez voir, maintenant, on n'aura plus aucun problème. Donc, pourquoi votre code fonctionnait avec le async? C'est parce que derrière Angular, il appelle ce change detector ref pour vous. Donc, si on avait laissé comme ça, donc si on avait décidé de garder le code comme avant, on va le faire juste pour vous montrer. Donc, vous vous rappelez, comme ça le code ne fonctionne pas. Okay? On ne reçoit rien. Par contre, on aurait pu juste aller faire comme ça. Et c'est vrai que c'est manuel, mais voilà. Donc, soit vous faites... Donc, soit vous faites comme ça, soit vous faites comme on avait vu avec le async. Et franchement, moi, je préfère largement le async. Donc, je vais juste garder le async. Bon, on va juste garder le async, je pense, c'est mieux, c'est beaucoup mieux même. N'oubliez pas la convention lorsque vous avez des observables avec le dollar. Je pense que ça frappe directement à l'œil pour vous dire que c'est un observable. Donc, parfait. Et puis ici, voilà. Vous voyez, donc j'espère que ça a été un peu clair pour vous le on-push stratégie et les avantages qu'il a. Et vous avez quand même pu voir les différents exemples qui expliquent les enjeux du on-push stratégie. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas à pratiquer pour mieux comprendre.